Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce jeudi matin est Alexis Bouchard. Il est secrétaire national des jeunes socialistes. Il est avec nous en direct ce matin pour parler politique. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci pour votre invitation. Alors quand je disais qu'on allait parler politique, j'allais presque dire il y a de quoi faire avec l'actualité politique du moment. Et évidemment, toujours et encore, ce budget qui soulève tant de vagues, en tout cas à l'Assemblée nationale, malgré que hier soir, très tard, le budget de la Sécu 2025 a trouvé une forme de compromis en commission paritaire. Alors la commission paritaire, pour nos auditeurs, ce sont des sénateurs et des députés qui se réunissent. Et donc le projet de loi doit quand même néanmoins encore être adopté par le Sénat et peut-être le fameux 49.3. On va en parler. C'est une crainte ce 49.3 ou c'est un soulagement quelque part si on imagine que demain il y a une motion de censure? C'est une crainte, oui et non, puisque en fait on s'y attend depuis un petit moment, dans la mesure où effectivement au cours des débats sur le budget et le projet de loi finances, en fait on voyait bien que la Macronie petit à petit disparaissait des bancs de l'Assemblée nationale. Au profit de quoi? Au profit de, en fait la gauche est parvenue drastiquement à pouvoir réformer ce budget, à y faire passer des amendements en faveur du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, et surtout des mesures de justice fiscale dont on attend beaucoup, puisqu'en l'occurrence les caisses sont vides, merci Bruno Le Maire, et de fil en aiguille en fait au cours de ces justement adoptions d'amendements, en fait sommes parvenus avec la gauche à trouver 35 milliards d'euros net pour remettre dans les caisses de l'État, et en l'occurrence forcément la Macronie prise de court a commencé à abandonner ses missions, puisqu'elle voyait bien qu'elle était en train de perdre la bataille politique sur le plan démocratique, comme elle avait déjà perdu aux élections. Mais là ça se traduit véritablement à l'Assemblée nationale, et on se rend compte que finalement, le nouveau Front populaire était bien et est toujours majoritaire, et aujourd'hui cette minorité présidentielle est dans l'incapacité de faire voter un budget et de faire passer et défendre leurs idées en la matière. Et donc de ce point de vue-là, de ce postulat-là, il est inévitable que on puisse se passer en fait d'un 49.3. Donc on s'y attend évidemment, et en l'occurrence nous avons déjà discuté des conséquences d'une telle décision que prendrait Michel Barnier. Alors les conséquences, on peut imaginer une motion de censure, évidemment. On l'entend sur les bancs de LFI actuellement. LFI appelle de ses voeux cette motion de censure, mais on l'entend aussi de l'autre côté de l'hémicycle, du côté du Rassemblement national, où Madame Le Pen s'est exprimée en disant voilà, les conditions ne sont pas réunies, donc je n'exclus pas en creux de voter une motion de censure. Ce serait compliqué pour la gauche réunie de voter une motion de censure aux côtés de Rassemblement national? Nous ne sommes pas comptables des voix du Front National, et en l'occurrence, cette motion de censure, elle ne sera pas déposée par l'extrême droite. C'est bien la gauche qui va la déposer dans son ensemble, et notamment avec le Parti Socialiste, et libre effectivement aux forces politiques présentes à l'Assemblée nationale de la voter ou non. Et de point de vue de ce poste-là, moi je dirais même qu'en fait cette position du Rassemblement national, elle va plus loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement voter cette motion de censure, c'est on va détourner l'intention sur d'autres sujets, parce qu'effectivement le Front national et l'extrême droite sont empruntés dans des affaires judiciaires, et il faudrait un petit peu déplacer le curseur, parce que ça sent effectivement un peu le roussi pour Marine Le Pen lors de son procès ces derniers jours, et en l'occurrence ces dernières semaines. Et c'est une manière plus tacticienne, politicienne qu'un véritable positionnement de fond, puisqu'en l'occurrence ce gouvernement Barnier, il a pu voir le jour que par l'assentiment et la bienveillance du Rassemblement national depuis le début. Et donc depuis le début, en fait, Macronie extrême droite, c'est quasiment en fait la même chose. En l'occurrence, il y avait une forme de passivité et de pacte de non-agression entre ces deux formations, et donc nous dire aujourd'hui que Marine Le Pen, le Rassemblement national, l'extrême droite auraient totalement viré de bord, alors qu'ils avaient justement approuvé un certain nombre de politiques d'Emmanuel Macron, dont la loi immigration, dont la précarisation notamment des plus pauvres. Eh bien c'est, on a envie de dire, un petit peu tartuffe, quoi. Vous faites un revirement de bord, on sait plus que c'est pour des raisons tacticiennes et politiciennes plutôt que d'honnêteté politique et de sincérité vis-à-vis de leurs électeurs.
Alors, à gauche, là encore, je cite LFI, il y a la niche parlementaire, il y a en gros jusqu'à minuit pour pouvoir adopter des textes. LFI va essayer de faire abroger cette fameuse loi sur les retraites avec un nombre très conséquent d'amendements. Alors c'est un peu la réponse du berger à la bergère. LFI avait un peu inondé lors des précédents débats l'hémicycle d'amendements. Là, cette fois-ci, c'est le camp présidentiel en particulier qui inonde le débat d'amendements également. C'est une petite guéguerre qui a sa place en démocratie, mais est-ce que ça n'a pas l'heure de fatiguer un peu les Français? Je pense que d'une certaine manière, oui, d'autant plus quand on y propose dans cette niche des textes qui sont pour le moins assez préoccupant et en l'occurrence pas du tout en adéquation avec le programme qui a été mis en avant en juin et juillet dernier, notamment celui du nouveau Front Populaire. Mais en l'occurrence, voilà, ça reste une journée, 24 heures de débat qui peuvent permettre aussi à l'opposition de faire passer un certain nombre de propositions de loi, en tout cas d'en débattre et de voir autre chose effectivement que des projets de loi déposés simplement par un gouvernement qui, en plus d'être minoritaire, est plutôt, et en l'occurrence illégitime. Donc c'est toujours une bonne manière en l'occurrence de faire parler et aussi de pourquoi pas amener des sujets, en fait c'est l'occasion de débats plus profonds, politiques, qui puissent aussi toucher la société. En l'occurrence, je ne suis pas tout à fait sûr que sur tous les textes qui sont présentés aujourd'hui à l'Assemblée, ce soit le cas, mais en l'occurrence sur bien d'autres, ce sera potentiellement intéressant de suivre ça, d'autant plus que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le slogan qui a été choisi par la France Insoumise pour... enfin, en tout cas pour voilà, pour appeler, en tout cas dénommer cette journée et pourquoi pas potentiellement convaincre des députés de voter un certain nombre de leurs textes, c'est changer la vie, qui est un slogan historique du Parti socialiste, peut-être une manière aussi de s'adoucir, en tout cas de revenir à des fondamentaux. Mais on suivra ça et en l'occurrence, effectivement, pourquoi pas, effectivement, si on peut le faire passer cette abrogation de la réforme des retraites, mais encore une fois, c'est assez compliqué. C'est plus une manière, je le disais, de faire des débats parce qu'il y a une navette après qui se construit, c'est-à-dire qu'elle doit arriver au Sénat et en l'occurrence les Insoumis, bon, ils n'ont pas de sénateur, donc je vois mal comment effectivement tout ça peut déboucher sur de véritables débouchés politiques en l'occurrence concrets. Avec le fameux 49.3 qui remettrait tout en cause évidemment en ce qui concerne le texte, puisque le texte adopté serait le texte originel présenté par le gouvernement dans les conditions que l'on connaît, et donc cette motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement. Alors on entend depuis ces dernières 24 heures beaucoup de choses. Michel Barnier s'est exprimé chez nos confrères de TF1. Je vous demanderai dans un instant, Alexis Bouchard, si ces mots vous ont convaincu. Et puis on a l'impression quand même d'un gouvernement un peu aux abois. Voilà, qui expédie des affaires courantes, c'est pas très bon non plus pour l'économie française. On voit les agences de notation qui sont en embuscade, on va en savoir un petit peu plus demain, et on voit également les prêts à la France qui commencent à prendre des taux assez inquiétants. Presque le taux, on a dépassé, je crois, à vérifier le taux de la Grèce, voilà, de prêt de la Grèce. Tout ça, c'est inquiétant. Alors, on a eu l'impression que Michel Barnier jouait un peu les Cassandres en disant « après moi le déluge ». Il n'en est rien ou il faut vraiment s'inquiéter ? Moi, je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter, d'autant plus quand on en est dans une vision relativement dogmatique et si près de ses positions de base, alors même qu'on est illégitime et on est minoritaire à l'Assemblée nationale, je le disais, et en l'occurrence, quand il suffit d'être en fait lucide sur la situation, quand on voit en fait que parmi les débats à l'Assemblée nationale et ailleurs dans l'opinion publique, que l'on commence un peu à perdre justement de cette majorité peut-être qu'il avait imaginé au début, et en fait, il faut se remettre tout de suite en question et commencer à établir des bases de discussion peut-être plus sereines dans d'autres conditions avec notamment les chefs de partis politiques ou les chefs de groupes parlementaires. C'est ce qui est initié un peu trop tard à mon avis, parce que en fait c'est bien après les débats et quand en fait la gauche a amendé tout le budget et qui voudrait passer au budget initial, vous l'avez dit, que à ce moment-là effectivement on voit Michel Barnier sortir un petit peu en chien battu et notamment vis-à-vis de l'extrême droite qui encore une fois il cherche toujours son assentiment justement dans ses déclarations. À aucun moment il y a une invitation, une main tendue à la gauche pour potentiellement rediscuter des amendements qui ont été votés par la gauche et adoptés grâce à la gauche, ou en tout cas discuter sur leurs propositions à eux. Mais négocié et redébattu avec la gauche, c'est toujours en fait à droite que ça se passe, une forme de caste bourgeoise et peut-être plus parce que raciste avec extrême droite et Éric Ciotti, voilà, jusqu'aux macronistes. En fait, on est dans une
protection d'un entre-soi, d'une classe et en tout cas d'une caste de privilégiés qui veulent garder justement leurs petits privilèges et ceux de leurs copains, à savoir les plus riches, les grands patrons. C'est bien dommage là effectivement de ne pas essayer, mais en l'occurrence on le comprend très bien, effectivement discuter avec les forces progressistes, celles qui défendent les travailleuses et les travailleurs, celles qui veulent que l'on ait plus d'attention pour les questions climatiques. On le voit aussi ces derniers temps, y compris même en Bretagne, avec les tempêtes récentes. Mais voilà, je disais donc effectivement une protection d'un entre-soi et des privilèges, des places d'un certain nombre de personnes à droite qui perdent les élections mais gouvernent quand même. C'est vous dire l'absurdité dans le monde dans lequel nous sommes. Alors avec aussi cette absurdité qui est perçue par les Françaises, par les Français qui aujourd'hui s'interrogent sur leur pouvoir d'achat, sur le fait de pouvoir se loger, c'est le cas ici en Bretagne en particulier, sur le fait aussi de pouvoir payer ne serait-ce que leur électricité. D'ailleurs l'électricité a été aussi un petit peu au cœur des débats. On a vu un peu de recul de la part du gouvernement sur la possible augmentation des tarifs de l'électricité. Aujourd'hui les Français sont préoccupés aussi par l'emploi. On a appris ce matin ces licenciements chez l'équipementier automobile Valeo et d'autres secteurs de l'industrie, en particulier automobile pour le coup, qui vont frapper de nombreuses régions, y compris la Bretagne. On a une forme d'inquiétude, on a aussi une forme de désarroi des Français qui se tournent, d'ailleurs on l'a vu lors des dernières élections, vers le Rassemblement national. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite, inquiétant d'un point de vue économique, d'un point de vue social? On a entendu la CGT prédire un décembre rouge, c'est le terme employé. Est-ce que c'est aussi inquiétant plus largement pour la démocratie, ce qui se passe? Alors c'est éminemment inquiétant du point de vue économique et du point de vue social. Du point de vue politique, je serais peut-être plus prudent, mais en l'occurrence, sur le plan social, c'est un véritable naufrage qui est en train de se profiler. Depuis déjà septembre 2023, près de 50 000 emplois étaient menacés ou ont été supprimés par notamment des grandes enseignes, et y compris même dans mon histoire personnelle, j'en ai fait les frais dans ma famille, parce que effectivement en Bretagne, on est touché aussi par ces questions, dans le secteur de l'automobile, mais aussi dans des secteurs que l'on connaît un petit peu mieux ici, comme l'agroalimentaire notamment, et je pense évidemment à tous ces salariés qui, aux fonderies de Bretagne, dans le Morbihan, à Michelin, à Vannes, ou sur la plateforme Isidis de Casino à Gaël, que je connais bien parce que j'habite à côté. C'est toutes ces gens qui finalement donnent de leur vie pendant, fidèlement, loyalement, rendent service parfois pendant des décennies, qui sont remerciés par une mise à la poubelle, une mise à l'écart soudaine, brusque, qui met en péril parfois, souvent, des dizaines et même des milliers maintenant de familles, puisqu'en l'occurrence, de nombreux, et ça c'est la conséquence d'une politique néolibérale menée depuis 8 ans, de cadeaux fiscaux et d'avantages donnés notamment aux plus riches, aux plus aisés, dont les grandes entreprises, qui ont profité en 2023 de près de 170 milliards d'aides publiques, sans contrepartie véritable. En tout cas, il n'y a pas de transparence sur ce qui est fait de cet argent public. Et en fait, notamment pour des enseignes comme Auchan, Michelin, et toutes ces entreprises en fait que l'on entend actuellement dans les médias parce qu'elles vont supprimer des emplois l'année prochaine, quid de l'argent public qui a été reçu par ces entreprises, malgré notamment aussi des bénéfices records qui ont été faits cette dernière année. Je veux dire, pour Auchan, c'est 20 milliards d'euros ces 40 dernières années. C'est un dopage aux aides publiques, c'est des milliers d'emplois qui sont menacés l'année prochaine. Je veux dire, il y a là une forme d'incohérence, et en tout cas, il va falloir y remédier, et c'est tout ce que la gauche propose effectivement, mais je pense que justement, de plus en plus de personnes, notamment des travailleurs, des travailleuses, se rendent compte de la supercherie, c'est-à-dire que depuis longtemps, on laisse passer effectivement des milliards dans les poches, en tout cas glisser dans les poches des plus riches, des plus grands patrons, sans contrepartie pour les travailleuses et les travailleurs. Et c'est évidemment tout cela que nous voulons réformer et remédier, et on le dit depuis longtemps, mais on le voit quand ça nous touche à nous, c'est peut-être la faillite de notre société. On pense effectivement, mais c'est naturel, de plus en plus à nous, dans une certaine forme d'égoïsme peut-être, mais en l'occurrence, effectivement, là, on se sent de plus en plus tous touchés par ce qui se passe dans les suppressions d'emplois, et donc en fait, on se rend bien compte et on est beaucoup plus sensible à ces questions. Est-ce que justement les politiques sont restés, alors quand je dis les politiques, je parle du personnel politique, toutes tendances confondues, ne se sont pas rendus compte assez vite de ce qui se passait, ou étaient trop éloignés finalement du terrain? Alors, je ne mets pas tout le monde sur la même échelle, mais est-ce que finalement, au plus haut niveau de l'État, on s'est rendu compte réellement de ce qui se passait?
Je pense sincèrement que non, au plus haut de l'État. En l'occurrence, parce que effectivement, cette caste macroniste, cette caste de privilégiés qui gouverne depuis 8 ans, selon son dogme néolibéral, a continué à aller dans ce sens, malgré que les caisses se vidaient petit à petit, malgré des alertes notamment des crises sociales et démocratiques majeures, à commencer par les Gilets jaunes en 2018, qui n'était pas la plus simple en tout cas pour eux, mais il y a une certaine forme effectivement de satisfaction de soi. Et de ses valeurs, de son projet, si bien que, en l'occurrence, on se disait potentiellement, et là je ne parle que des macronistes et de la droite, je ne parle pas de la gauche évidemment, puisque c'est la droite qui gouverne depuis 8 ans et c'est la droite qui est responsable de cette situation aujourd'hui, et bien une forme de complaisance de soi-même en disant, effectivement on est les meilleurs, c'est bien ce qu'on fait et on va continuer dans ce sens parce que on a raison et les autres ont tort. C'était plutôt une manière de dire, voilà, on garde nos privilèges au détriment des plus pauvres et notamment des travailleurs et advienne on verra ce qui arrivera. On touche du bois et on passera la séquence plutôt facilement. Là, ça devient effectivement de plus en plus compliqué et il va falloir trouver des arguments solides pour justifier toutes les décisions qui ont été prises ces dernières 8 années, notamment de cadeaux fiscaux et de dopage aux aides publiques des grandes entreprises. Comment on a pu laisser passer ça? Et en l'occurrence, nous, la gauche, on alerte depuis des années, puisqu'on le voit bien et on le sent bien sur le terrain. En l'occurrence, nous sommes régulièrement aux côtés des ouvrières, des ouvriers, notamment des usines qui sont menacées. Dernièrement, en l'occurrence, moi, je suis d'Ille-et-Vilaine, à Gaël. Je suis souvent avec les élus, pour la plupart de gauche, que ce soit Claudia Roux, la députée de la circonscription, ou même Mathilde Digné, députée de la circonscription voisine. Je vois bien que c'est toujours un peu les mêmes personnalités, en tout cas les mêmes bords politiques qui se mobilisent à côté des travailleurs pour essayer de défendre, là en l'occurrence c'est un petit peu au dernier moment effectivement, mais en tout cas des plans de sauvegarde de l'emploi les plus les plus favorisés, les plus favorisants pour ceux qui ont appris brusquement qu'ils allaient perdre leur emploi et qui potentiellement allaient devoir déménager assez loin pour trouver de quoi vivre, tout simplement. C'est juste une catastrophe et on sera évidemment ce mois de décembre dans la rue aux côtés des travailleuses et travailleurs, toujours à leur rencontre, en soutien à leur mobilisation qui est courageuse et qui est nécessaire. On doit effectivement, et là ce n'est pas une affaire justement de se regarder soi-même et de regarder sa situation personnelle, il convient aujourd'hui maintenant, parce que l'année 2025 va être une année noire sur le plan de l'emploi, que l'on fasse du mois de décembre qui arrive un décembre rouge, on l'a dit, c'est les mots notamment de Sophie Binet et de la CGT qui hier donnaient un certain nombre de chiffres et alertaient notamment sur cette situation. Il faut que l'on soit le plus nombreux à nous mobiliser tout le mois de décembre aux côtés des travailleuses et travailleurs, des syndicats qui défendent pas que leurs emplois mais les emplois de tous les Françaises et les Français qui sont menacés réellement l'année prochaine. La politique de jusqu'ici, tout va bien, pour reprendre une formule célèbre d'un film non moins célèbre. On tourne la page de cette formule aujourd'hui. On voit bien qu'on rentre dans le dur, si vous me permettez. On est, nous aussi, les journalistes sollicités par les auditeurs. J'ai un auditeur qui a envoyé un petit mot là, pendant l'interview. Il ne veut pas donner son nom. Il m'a dit simplement, je ne citerai pas tous les propos, ils sont parfois un peu directs et crus, mais j'ai retenu quand même la fin de son message, c'est: où va le pognon? Voilà, je vous le livre tout cru. Je suis bien d'accord avec cet auditeur, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se demande parfois, en fait, le pognon, il s'en va dans les caisses, effectivement, en tout cas dans les poches des plus riches, et ça dure depuis 8 ans, et on alerte depuis 8 ans. En fait, on nous parle beaucoup d'assistanat des plus précaires, de ceux qui, notamment, ont des soi-disant, en tout cas des aides sociales à foison. C'est ce discours d'ailleurs qui est répété par l'extrême droite pour essayer de diviser la classe ouvrière, la classe la plus précaire. En fait, moi je parlerais d'assistanat du grand capital, d'assistanat du capital, en l'occurrence de ces grandes entreprises qui effectivement sont dopées aux aides publiques malgré des bénéfices records et dont on ne sait pas si l'argent va effectivement pour des politiques d'investissement en matière de transition écologique ou pour les salariés des entreprises en question. Et il faut mieux contrôler ces aides publiques, les conditionner peut-être de façon un peu plus dure. C'est ce qu'on propose depuis toujours.
la condition des aides publiques. Déjà, on a un devoir de transparence vis-à-vis des citoyens français qui sont les contributeurs littéralement de cet argent-là, et plus globalement les conditionner effectivement à des normes, qu'elles soient sociales, écologiques, mais aussi pourquoi pas démocratiques en l'occurrence, sur effectivement les salaires, sur les décisions qui sont prises en comité d'entreprise, que effectivement les salariés, les ouvriers soient mieux représentés, notamment dans ce rapport de force vis-à-vis du patronat, et puis effectivement des aides pour permettre à ce que des entreprises qui ont du mal effectivement à s'avancer dans la transition écologique puissent le faire aussi de façon à ce que ce soit punitif, parce que l'écologie ne doit pas être ça, ne doit pas être quelque chose vu comme une punition, y compris même pour les entreprises, et je pense notamment aux PME, aux TPE qui pourraient avoir du mal à changer un certain nombre d'habitudes, mais en l'occurrence effectivement faut les accompagner finalement. C'est déjà à toutes ces personnes que doivent aller ces aides aux entreprises, les petits artisans, les commerçants dans nos territoires que l'on connaît, nos services publics aussi qui peuvent jouer un rôle, mais les conditionner effectivement à des critères sociaux et environnementaux, c'est primordial. Alors il y a aussi le monde de la culture qui s'inquiète. Alors évidemment face à la détresse sociale que pèse la culture, mais elle est importante aussi dans nos sociétés, on le voit aujourd'hui plus que jamais. Le monde de la culture s'inquiète, particulièrement on l'a vu en Loire-Atlantique où la présidente du conseil régional a décidé de couper une partie des aides, ce qui a mis dans la rue plus de 500 artistes et de nombreux intervenants dans le secteur de la culture. Est-ce que c'est grave un pays qui perd sa culture aujourd'hui ? Ah, c'est extrêmement grave. La culture est le ciment je dirais même presque de la République, c'est-à-dire celle qui nous permettent de faire ensemble, de faire front, d'avoir une certaine vision collective, justement, quand je disais, quand de plus en plus nous sommes confrontés à nous-mêmes, et je dirais depuis le Covid, peut-être de plus en plus égoïstes. Je dis pas ça méchamment, mais je pense effectivement qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, effectivement, et ça c'est dû aussi finalement au dogme néolibéral qui veut que quand on veut, on peut, et que on ne réussit que par soi-même, nanani, nanana. Et donc la culture, c'est un moyen aussi de s'échapper de cette absurdité du monde, et en l'occurrence de pouvoir aussi se voir ensemble, ne serait-ce que passer des moments en collectif, entre Français notamment, entre citoyennes, citoyens du monde, et ne serait-ce que passer un film, regarder un film ensemble, assister à une pièce de théâtre ensemble. C'est tous ces petits moments qui font que on fait nation finalement, et c'est évidemment très important. Et puis au-delà évidemment sur des aspects d'élévation de l'esprit, d'émancipation des uns et des autres, c'est éminemment important, et on sait ce secteur fragile qu'il faut préserver évidemment. Il a déjà fait les frais pendant la crise Covid d'un certain nombre de restrictions qui ont été très défavorables à la fois pour les acteurs directement, les intermittents du spectacle, mais aussi pour finalement les consommateurs de culture comme vous, comme moi, qui aussi ont pâti de cette situation. Et donc en fait moi je pense sincèrement qu'il va falloir trouver notamment des leviers en fait pour sauver ce milieu-là qui n'est pas épargné, et qui n'est pas épargné depuis longtemps, sans quoi en fait on va être amené à refuser, enfin en tout cas à accepter cette idée que en fait il y aura peut-être plus de cinéma associatif dans les petites communes, qu'il n'y aurait plus de petites tournée de théâtre qui pourrait faire 1-2 représentations à l'année dans les petits villages du centre-Bretagne. Enfin moi, j'en connais beaucoup comme ça. Ces gens-là, ils ne vivent même pas grâce aux subventions. Je dirais qu'ils arrivent à joindre les deux bouts sur les coûts en fait de ce qu'ils font et de ce qu'ils apportent à la société, parce que c'est un véritable engagement bénévole pour la plupart, et un don de soi à la société. Eh bien, je veux dire, si on perd ça, on sera véritablement dans une grave crise, pas que culturelle, mais véritablement sociale et démocratique, où on sera effectivement montés les uns contre les autres, et où effectivement des forces qui jouent de ces divisions, comme l'extrême droite, je le disais juste avant, sur en l'occurrence les travailleurs et ultra-travailleurs qui pâtissent de la situation qui arrive, ce sera le cas aussi pour nous autres qui consommons la culture, une manière pour l'extrême droite, pour d'autres forces politiques, de diviser les Françaises et les Français, parce que on sera chacun dans nos bulles, chacun dans nos coins, et il n'y aura pas de moment pour faire front ensemble, pour faire société ensemble. Alors faire société, c'est aussi avoir accès à l'information. Alors on le vit au quotidien, nous, dans nos médias. Il y a une inquiétude avec les réseaux sociaux. Alors
grande polémique avec X et Elon Musk. Ouais. On a vu beaucoup, et je crois, sans trahir de secret, vous en faites partie, Alexis Bouchard, de migrants vers Blue Sky, le nouveau réseau qui est un peu en vogue en ce moment, un peu la réponse à X, anciennement Twitter. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'avoir des niches démocratiques au niveau de l'information? On a l'impression aujourd'hui que les fake news circulent très facilement, que l'IA également fabrique de l'information, souvent fausse. Est-ce que là aussi, il faut que le personnel politique, au-delà des problèmes que l'on a évoqués précédemment, de budget, de difficultés justement budgétaires graves, est-ce qu'il faut quand même avoir un œil sur ce qui se passe dans les médias et sur ce qui pourrait avoir une influence peut-être plus tard, même dans l'exercice démocratique des votes, par exemple? Évidemment, et en l'occurrence, je pense que la dernière élection américaine a joué, en l'occurrence, en tout cas, à payer les frais d'une situation telle que, effectivement, un réseau social qui est largement utilisé aux États-Unis, je crois que c'est le premier en l'occurrence pour parler de Twitter, nouvellement X, qui a été racheté par Elon Musk, que tout le monde connaît, ce patron de Tesla et de bien d'autres compagnies. Qui a racheté Twitter et qui en a fait véritablement un égout mondial, un vaste égout mondial. C'est les mots d'Anne Hidalgo, qui était la première femme politique d'ailleurs à quitter ce réseau social il y a près d'1 an maintenant, et en fait et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire en fait au gouvernement états-unien, c'est-à-dire assainir les coûts de cette plateforme, et au détriment de quoi? Au détriment de la modération, au détriment effectivement d'une lutte acharnée contre les fausses informations, les fake news, et laisser propager effectivement ce qu'on appelle des haters, des gens qui propulsent leur haine, que ce soit de tous bords, mais en l'occurrence pour beaucoup de l'extrême droite. Et donc effectivement il y a eu ce mouvement vers d'autres plateformes. Vous avez cité Blue Sky, effectivement, qui a dépassé les 20 millions d'utilisateurs la semaine dernière. Moi je reste tout de même sur Twitter, et je continue d'appeler Twitter parce que c'est important et que tout est éphémère dans la vie. Elon Musk, si ça se trouve l'année prochaine, bien malgré lui, ne sera plus patron de la plateforme, que sais-je, mais en l'occurrence, je trouve que pour combattre l'extrême droite, il suffit d'être sur le terrain de l'extrême droite, et que même s'il faut évidemment prendre des pincettes, en l'occurrence sur ce qui concerne expressément Twitter, c'est une plateforme, en tout cas en France, qui est largement regardée soit par des militants politiques, soit par des journalistes. Donc effectivement c'est une manière d'avoir un écho, une certaine influence, mais ce n'est pas ça qui faut pas se dire que c'est une fin en soi, et que les Françaises et les Français regardent tous les jours ce que font un tel, Pierre-Paul Jacques de tel parti. Je pense que c'est pas ça qui les concerne expressément, mais effectivement il faut, en l'occurrence sur notamment toutes les autres plateformes, que ce soit sur Internet, mais aussi dans les médias plus traditionnels, les radios et les télévisions en font partie. Il faut des garde-fous, en l'occurrence potentiellement plus, j'allais pas dire d'aide publique, mais en tout cas de contrôle public, notamment financier, parce que quand des médias sont détenus par une poignée de mêmes personnes, de milliardaires, en l'occurrence je parlais de la télévision, mais aussi de grands groupes journaux papier, c'est le cas aussi, mais comme Vincent Bolloré, comme Bernard Arnault et d'autres, ça pose question effectivement sur ce qui peut en fait s'en suivre, et en l'occurrence on l'a vu dernièrement avec le rachat du JDD, qui est devenu un journal plus que problématique sur plein d'aspects du point de vue déontologique. Il va falloir en fait aider, préserver en fait déjà le métier de journaliste, et qui plus est leur donner les moyens, en l'occurrence, de travailler dans des bonnes conditions pour permettre à ce que les citoyennes et les citoyens puissent avoir accès à une information de qualité, où les sources sont recoupées, et où je ne veux pas apprendre votre métier, mais en l'occurrence où tout le monde va pouvoir débattre, et en tout cas sereinement, sur de la réalité, du concret et des faits surtout. Ce que nous avons fait finalement ce matin lors de cet entretien politique de la matinale, et ce que nous essayons de faire au mieux chaque jour pour les auditeurs de Bretagne 5 et plus largement pour la liberté d'expression et la démocratie. Merci infiniment Alexis Bouchard d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire national des jeunes socialistes. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.